Et vous nous rejoignez, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. À la une de l'actualité, veille d'entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les léopards de la République démocratique du Congo sera pour arracher la victoire face aux Palancas Negras. Malgré le forfait de Paul-José Mpoku pour cause d'entorse, Jean-Florent Ibengene jure que par le triomphe pour cette double confrontation. Et puis, plus de peur que de mal, les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles ont obtenu gain de cause après multiples tractations. Le projet de loi portant révision du code minier sera finalement traité parmi les matières inscrites au calendrier de la session parlementaire de mars. Et enfin, le verdict est tombé ce vendredi dans le procès inculpant des étudiants auteurs de troubles à l'université de Goma le mardi dernier, jugés en flagrance. Sur les 11 présumés, 4 ont été acquittés et 7 écopent d'une condamnation de 2 ans de prison ferme. Encore une fois, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Nous la démarrons à Goma. 4 acquittements et 7 condamnations à 2 ans de servitude pénale principale. C'est le verdict du procès en flagrance dans le dossier d'incendie partiel au campus universitaire du lac à Goma. Le mardi dernier, sur les 15 personnes arrêtées, seules 11 ont été jugées pour infraction d'association des malfaiteurs. Tous les condamnés promettent d'aller en appel à la cour de Goma. Suivait un extrait de la sentence prononcée par le magistrat Chibangu Musang Florent, président du tribunal de grande instance de Goma. Ces propos sont recueillis par Patrick Sialoua. Nous avons établi en fait comme en droit les infractions des coups et blessures volontaires simples, des destructions méchantes et d'incendies volontaires, telles que mise à charge des prévenus. Bonjour Guillaume. Yaranga Boku Serge, Kisangani Tairana et Kanyere Kateng. En conséquence, les en acquittent et les renvoient de toute fin des poursuites judiciaires sans fin. Il faut par contre établir, en fait comme en droit, les infractions d'incendie volontaire, des destructions méchantes et des coups et blessures volontaires simples, mise à charge des prévenus. Kambere Moïsa alias Lumumba. Kiongo Fura Olivier, Bizimana Murou, Ushindi Muindo, Ibrahim Barassa, Bakanya Dejo Christian et Zougou Mokoko Justin. En conséquence, les condamnent chacun en tenant compte des circonstances atténuantes tirées de leur jeune âge et leur délinquance primaire, à 6 mois de servitude pénale principale pour l'infraction de coups et blessures volontaires, à 2 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'incendie volontaire et à 2 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de destruction méchante. Dit que les 3 infractions sont retenues à charge des prévenus, les cités, sont en concours idéal. Et c'est la peine la plus forte qui sera appliquée. Et donc les condamne chacun d'eux à 2 ans de servitude pénale principale. Retour à Kinshasa pour cette bonne nouvelle dans le secteur minier. Je vous le disais tout à l'heure, le projet de loi portant, modifiant et complétant le code minier est inscrit au calendrier de la session parlementaire de mars 2016. Son inscription dans le débat de la présente session par les organisations de la société civile congolaise. Elles l'ont fait savoir ce vendredi lors d'une conférence de presse. Satisfaction des organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Le projet de loi modifiant et complétant le code minier est inscrit au calendrier des travaux de la session parlementaire de mars 2016. Dans le souci de voir ce processus arriver à terme, les organisations de la société civile exhortent les élus du peuple à traiter ce projet de loi en toute priorité et à accorder une attention particulière aux questions de développement durable et à la fiscalité. L'objectif reste de produire une loi qui aura un impact sur la vie sociale de la population congolaise en particulier et sur l'économie nationale en général.
Ces organisations, qui tiennent absolument à en savoir plus sur ces dossiers, invitent la représentation nationale à débattre de cette question avant la fin de la session en cours. Formule le vœu de voir les débats relatifs à la révision du code minier se dérouler en toute transparence et l'adoption de celui-ci intervenir de préférence avant la fin de la session en cours. Doter les pays d'une nouvelle loi minière qui devra prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation, c'est à cela que s'attendent les organisations de la société civile. Sans la normalisation, les produits et services congolais ne seront pas compétitifs en dehors des frontières. Le cas de la zone COMESA-ISO, la République démocratique du Congo qui s'efforce à rattraper le retard dans les normes harmonieuses, sensibilise les opérateurs économiques et autres du secteur public aux avantages de demeurer dans la normalisation tant pour les produits que pour les consommateurs. Sans normalisation, pas de possibilité d'échange des produits et services sur la zone COMESA, voire le marché international. La RDC, consciente du retard accumulé, se doit de recadrer le tir pour se rendre compétitive, de l'adhésion au projet de mise en œuvre de l'intégration régionale COMESA. Les 54 normes adoptées en septembre 2015 et publiées en décembre de la même année augmentent le volume à 271 sur le 370 pour lequel le pays avait pris l'engagement d'adopter en 2008. Ces récentes normes sur l'agroalimentaire, l'évaluation de la conformité, management, qualité, ainsi que les emballages en plastique, ne trouveraient leur sens sans la mise à disposition du public organisateur représenté dans cette journée de sensibilisation aux normes harmonisées du COMESA adoptées aux normes nationales. M. Désiré Bachilele est directeur adjoint à la normalisation de l'OCC. Lorsque vous fabriquez un produit qui respecte les normes, les produits deviennent compétitifs. Donc vous avez l'occasion de pouvoir les vendre ailleurs. Alors, vous pouvez les vendre sous d'autres cieux sans qu'il y ait trop de problèmes. C'est vrai qu'il y a les processus est long, mais en tout cas cet avantage vous l'avez. Donc l'impact direct, c'est que d'abord il y a une fidélisation des clients, il y a l'ouverture du marché, il y a la production locale et la vente sur la vente locale est facilement faite. Donc il y a plusieurs avantages qui peuvent être assurés. Au Congo, peu d'entreprises utilisent des normes, attestent les missions sur les enquêtes normatives. Cette harmonisation, financée par le 9e Fonds européen de développement dans le cadre des actions en appui à l'intégration régionale, facilité d'ajustement, est vue comme un salut, surtout pour les consommateurs, principales victimes de ces fléaux. Le président des consommateurs congolais le reconnaît et ne jure que sur la sensibilisation. Patrice Moussokomboui. La journée d'aujourd'hui, je peux dire simplement, c'est un début de sensibilisation, mais il faut plus sensibiliser les consommateurs. Dès que les consommateurs seront en mesure d'exiger des produits de qualité, à ce moment-là, les entreprises auront peur de présenter n'importe quel produit aux consommateurs. Donc, il faut que les consommateurs prennent de l'avant. Il faudra que les consommateurs aussi revendiquent des produits de qualité. Chaque fois que les consommateurs veulent acheter un produit ou bien veulent consommer un produit, il doit exiger toujours la qualité. Avec le respect des principes qui passent par l'engagement de chacun, l'électrotechnique, le ciment gris, le bois, l'acier, la grandeur et unité fondamentale, autant de secteurs pourraient sortir du cafouillage entretenu par plus d'un en répondant aux normes. Maximisation des recettes publiques en République démocratique du Congo, le gouvernement par le truchement du ministère des Relations avec le Parlement ainsi que la Direction générale des impôts a organisé un atelier de présentation des modalités pratiques et problématiques de l'IPR, impôt professionnel sur les rémunérations. Il s'agit particulièrement de l'impôt sur les primes non permanents versés aux agents publics et les élus. Initier les agents publics à la culture de la retenue de l'impôt sur la rémunération, c'est le sens de cet atelier qui suit le processus déjà entamé chez une catégorie des fonctionnaires de l'État. Après l'avoir imposé sur les salaires et les primes permanentes, le gouvernement de la République voudrait cette fois-ci gonfler les recettes fiscales avec également les primes non permanentes qu'il verse à ses agents, ici particulièrement aux élus. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs en vue de l'application effective et sans faille de la mesure gouvernementale portant sur les primes non permanentes versées au personnel
administratifs et politiques de nos deux chambres législatives sur les dotations qui sont mises à leur disposition. Les exposés dans ce séminaire étaient axés sur les modalités pratiques et la problématique de recouvrement de l'IPER en RDC, des questions pertinentes qui, cependant, trouvent leur réponse dans la législation en matière d'impôts. On a rappelé que c'est une matière qui relève d'abord de la loi. Et puis il y a eu des décrets un décret qui a été pris pour préciser les personnes qui sont concernées par les retenues à la source. Donc s'agissant des membres des institutions politiques et assimilées. Et on a rappelé aussi la base de calcul même de l'impôt, le taux de l'impôt. Le taux de prélèvement de l'IPER peut varier jusqu'à 15% des ressources que le gouvernement souhaite capitaliser pour financer la mise en œuvre de sa politique. Je rappelle. Santé avec ce face-à-face entre le commissaire général de la police nationale congolaise et le directeur pays de l'ONU-SIDA pour le compte de la République démocratique du Congo. Charles Bisingimana et Marc Saba ont échangé sur la possibilité de renforcer la coopération entre la police et l'ONU-SIDA en vue de mettre en place de nouvelles stratégies susceptibles de pouvoir éradiquer cette pandémie d'ici à 2030. Et pour y parvenir, les rôles des forces de l'ordre s'avèrent plus qu'important. L'on écoute le docteur Marc Saba au micro de Christian Elongo. Il y a eu des échanges pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer le partenariat entre l'ONU-SIDA et le commissariat général de la police congolaise. Ces échanges ont été très fructueux et nous avons convenu ensemble de développer un plan d'action pour définir la collaboration entre nos deux institutions. Nous allons continuer à renforcer des activités allant dans le sens de donner des informations à l'ensemble du personnel de la police sur le plan national pour les permettre d'avoir l'information correcte sur les modes de transmission du VIH et sur comment justement se prémunir contre l'infection à VIH-Sida. L'ONU-SIDA et la police nationale, nous devons travailler en complémentarité. La police nationale, bien sûr, s'occupant, de la sécurité des populations congolaises, et l'ONU-SIDA aussi s'occupant, de la protection sur le plan sanitaire, particulièrement la protection contre, l'infection à VIH-Sida. Direction maintenant la province de Mongala qui a accueilli le ministre de l'économie, Modeste Batilou-Kwebo, qui est parti personnellement se rendre compte de l'évolution de la province dirigée par l'une des secrétaires générales de son parti, AFDC. L'histoire est tout autre que l'on prédisait autre chose. Modeste Batilou-Kwebo est venu, a vu et a même écrit les plus belles pages de son histoire dans la province de la Mongala. Son passage a laissé des traces, illustration avec cette longue marée humaine rouge qui a inondé de bout en bout l'avenue de l'aérodrome de Lissala. Cela s'est passé dans une caravane motorisée hors pair, assortie de concerts de klaxons, le tout dans un show carnavalesque. Une mobilisation flatteuse qui a surpris ce poids lourd de la majorité présidentielle. Je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas à un tel accueil, mais c'est vraiment, ceci montre la vivacité de l'AFDC. Et je dis, bon, le travail que nous avons fait pendant plusieurs années dans la société civile a des retombées aujourd'hui sur ce que nous sommes en train de faire. Mongala a bougé ces derniers mois, ces dernières semaines, parce qu'on a su placer une femme très dynamique à la tête de la province. Et vous avez suivi déjà la gestion par l'AFDC de quelques jours, quelques semaines, par Madame Marceline Monjiba. Vous avez senti que les choses bougeaient et sont en train de bouger dans la Mongala. Comme la situation exige des effets, des actes, le patron de l'économie nationale a directement posé des actions concrètes. Mais il y est revenu sur sa mission première, d'échanger avec toutes les couches de la population de la Mongala, les jeunes, les femmes, les politiques, les confessions religieuses. D'ailleurs, ces corps d'église lui ont remis un mémorandum reconnaissant les mérites de la commissaire spéciale Marceline Monjiba et plaide pour qu'une récompense juste lui soit réservée. Des belles choses sont à venir, a rassuré le numéro 1 de la FDC. Lui-même ne s'est pas empêché
de jeter de fleurs à sa protégée. Modeste Batulukwebo, Marceline Mondjiba, un duo qui a fait adouber Joseph Kabila dans la province de la Mongala. Maintenant, avec cette démonstration de force, la province a quitté le bastion de l'opposition pour devenir un quartier général de la majorité présidentielle. Ouverture ce vendredi du séminaire francophone des écoles chrétiennes de Kinshasa, placé sous le thème « Éducation chrétienne, voie de formation, de transformation et de réformation ». La transmission de valeurs spirituelles n'est pas que l'apanage de l'Église, mais aussi des professionnels de la Craie Blanche. C'est dans cette optique que les enseignants de l'école chrétienne de Kinshasa participent au tout premier séminaire francophone. L'objectif est de les outiller sur le fondement d'un enseignement basé sur le christianisme. Une façon pour ces missionnaires européens de booster la montée en puissance de l'éducation scolaire chrétienne dans le monde francophone, dont la nécessité demeure une éducation de qualité basée sur les valeurs chrétiennes. Nous croyons que l'éducation a besoin d'un sens, une consistance, une signification, et elle doit répondre d'abord à la question de qu'est-ce qu'un enfant ? Qu'est-ce que l'homme? Et à partir de cette réponse chrétienne, on peut bâtir une éducation pertinente pour aujourd'hui, et non seulement pour le corps de Christ, mais pour les nations, parce que je suis persuadé, et ça se voit déjà, que les écoles chrétiennes lèvent des jeunes gens qui aiment leur pays et qui veulent le servir avec tous les talents qu'ils ont. C'est la démonstration qui est là, qui est faite, et qu'on veut encore manifester et encourager en venant ici. Des assises qui auront à coup sûr un impact sur la qualité du personnel enseignant, agent transmetteur des connaissances du christianisme fondé sur la foi en Jésus-Christ auprès des apprenants des établissements scolaires. Nous rentrons au fondement qui nous démontre tout simplement que les premiers éducateurs doivent avoir une base solide. Il n'y a aucun parent qui envoie des enfants à l'école pour que demain ces enfants soient perdus. Mais la voie par excellence, c'est d'avoir des fondements sûrs, éternels et solides. Et ces fondements ne se retrouvent nulle part ailleurs qu'en Dieu, notre Créateur. C'est lui qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Cette initiative qui se veut pérenne nécessite l'implication et le dévouement de ceux qui ont la vocation de la Craie Blanche en vue de relever le défi de l'instruction du christianisme en RDC. Retour sur l'actualité politique, vous le savez, c'est demain que nous connaîtrons les animateurs de 21 nouvelles provinces du pays. Le décor est bien planté pour accueillir ces élections, en croire les membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale. Si mai, cette structure confirme son déploiement sur l'ensemble des assemblées provinciales concernées. L'on écoute le président Delphin Elébéjoin au téléphone par Dieudo Mwamba. Nous avons un réseau national d'observation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais disons Kataga, Lubumbashi et aussi Kisangani, ce sont des chefs des confessions religieuses, des représentants légaux. Et c'est comme cela que cela apparaît beaucoup plus visiblement lorsque de grosses têtes couronnées de confessions religieuses se déplacent. Et ça fait fracas, mais c'est toute la République qui est couverte par cet exercice électoral. Les choses se passent plutôt bien. Vous savez que la CIME a pour tâche de veiller sur les normes et les procédures électorales. Et nous avons été au siège de la CENI à Kinshasa. Nous avons visité certains BRTC, CEP et autres. Le climat est plutôt bon. Je pense que l'élection sera une élection apaisée. Donc nous veillerons à ce que ça soit une élection juste, honnête, transparente et respectueuse des standards internationaux. La relance du processus de la réforme foncière, la reconnaissance des droits coutumiers des colos et des PA, deux recommandations phares du séminaire sur le partage d'informations sur le processus de la réforme foncière et les politiques forestières et climatiques en République démocratique du Congo, des résultats qui illustrent l'engagement des différentes parties prenantes à l'issue de cette rencontre de 2 jours organisée à Kinshasa.
Après avoir fait un état des lieux de la prise en compte des dispositions de promotion des droits des communautés locales et des populations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo dans la politique forestière et climatique, les parties prenantes d'ici et des provinces recommandent la relance du processus de la réforme foncière et la prise en compte des droits coutumiers de ces derniers dans la nouvelle loi foncière. La loi foncière actuelle reconnaît les droits coutumiers fonciers des communautés, mais elle ne la sécurise pas, elle ne la garantit pas. Ce qui expose les communautés à l'accaparement des terres, à l'expropriation, qui amène beaucoup plus de pauvreté et beaucoup plus de conflits dans les milieux ruraux à travers le pays. Donc nous pensons que ce processus de réforme foncière est une opportunité vraiment unique pour essayer de sortir le pays de tous ces conflits qui minent notre secteur foncier à travers la nation. La sécurisation effective des droits fonciers coutumiers est le gage d'un engagement effectif et efficace des communautés locales et populations autochtones pygmées dans la politique climatique et forestière. Et ceci nécessite aussi la reconnaissance de leurs droits. Aussi longtemps que leurs droits ne seront pas reconnus, et c'est le cas aujourd'hui, eh bien, nous ne pourrons jamais espérer que les populations locales, les communautés locales puissent aspirer à une véritable réforme foncière. Dans le communiqué final, il a été demandé au Parlement d'accélérer l'adoption de la loi portant principes fondamentaux sur les droits des peuples autochtones pygmées. À cette rencontre de 3 jours organisée par le Forest People Programme, les questions des droits spécifiques de la femme dans la tenure foncière n'ont pas été oubliées, ceci au regard de tous les régimes, matriarcal ou patriarcal. Même là où il y a le matriarcat, c'est l'autorité de l'oncle qui prime. Si l'oncle n'est pas encore là, on ne décide pas et la femme ne décide pas sur la terre. Alors, il y a la réforme foncière à faire. Il faut qu'on intègre quand même cette réforme-là soit en faveur de la femme pour que la femme ait droit à la terre. Parce que pour le moment, c'est la femme qui est en train de se mobiliser pour le compte du pays, pour le compte de la famille. Et si elle n'a pas droit à la terre, c'est-à-dire elle n'a droit à rien parce que tout repose sur la terre. Ce travail est le résultat de l'implication de toutes les parties prenantes. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration du mois de mars, mois dédié à la femme en République démocratique du Congo, les femmes de la société des télécommunications Orange ont rendu visite aux enfants orphelins de la pédiatrie de Kimbondo. C'est un geste humanitaire qui devra soulager ces enfants qui font face à plusieurs difficultés, notamment dans la prise en charge. Rendre le sourire aux démunis, c'est de cette façon que les femmes de la Société des télécommunications Orange RDC ont célébré le mois de mars. Lieu choisi, la pédiatrie de Kimbondo, où sont nourris, soignés et scolarisés 465 enfants. La délégation était munie des vivres et des jouets. Un geste touchant pour les responsables de cette structure. Merci d'abord de cette présence parce que ça contribue à l'équilibre, à l'évolution psychologique, normale, biologique même de nos enfants. Cette présence-là, quand vous venez, au moins vous prenez quelques minutes, ça nous réjouit beaucoup. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Au moins Dieu a touché vos cœurs, Dieu vous a permis de voir quand même que dans notre société, il y a des enfants délaissés. Après ce geste généreux, les femmes étaient à l'honneur. Une soirée festive était organisée pour la circonstance. Après avoir été rendre visite à un orphelinat, aujourd'hui nous nous sommes réunis pour partager un verre et célébrer cette journée internationale de la femme qui était prévue au 8 mars passé. La femme, c'est une personne qui représente l'homme partout où elle est. C'est une femme forte, c'est celle qui a de l'ambition, c'est celle qui donne le sourire au travail et surtout dans notre milieu professionnel. Le directeur général de cette entreprise affirme que cette célébration est une occasion pour rendre hommage aux femmes de Orange RDC. On a voulu rendre hommage au travail de toutes les femmes qui travaillent pour Orange. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la parité, c'est une question qui m'a été posée, mais on est très contente de ces 80 collègues qui sont ici et qui tous les jours, dans leurs différents services, œuvrent avec leur qualité et leur approche très féminine au développement de notre entreprise. Réunies au sein de l'association Orange RDC, les femmes de cette entreprise se disent satisfaites de la célébration du 8 mars chez elles.
Encore une innovation dans le secteur de télécommunications. AfriMoney, c'est le nouveau produit lancé sur le marché par Africell en vue de permettre aux abonnés de cette société de pouvoir effectuer des opérations financières à partir de leur téléphone portable. Le réseau du peuple rejoint le Mobile Money. Africell Money est le nouveau produit de distribution de la monnaie électronique. Son lancement résulte du partenariat entre AfriMobile Money et Africell RDC. Ce service de messagerie financière permettra aux abonnés d'Africell de conserver et de partager l'argent à partir de leur téléphone où qu'ils se trouvent. Explication du directeur général d'AfriMobile Money. La société AfriMobile Money a signé un contrat de partenariat avec la société Africell RDC SA pour faciliter ces opérations via le réseau Africell. Cet outil facilitera désormais les transactions entre Congolais et même avec certains pays limitrophes en tant que porte-monnaie électronique. Ce service que salue la Banque centrale du Congo par le représentant du gouverneur de la BCC est une pierre de plus à la bancarisation et à l'inclusion financière. AfriMobile Money est une pierre de plus apportée à l'édifice de la bancarisation, puisque ce nouveau service a pour cible non seulement la population la plus démunie et exclue du système bancaire classique, mais aussi tous ceux qui opèrent dans les secteurs informels. Le DG d'Africell rassure les abonnés sur la gratuité et l'interopérabilité de ces services. On essaie de faire un produit qui est accessible pour tout le monde et le prix ne sera pas cher pour tout le monde. Alors c'est le prix et la qualité à la même temps. Et maintenant on va travailler sur le produit pour le plateforme de produit, il est capable de faire l'interconnexion. Maintenant on va travailler avec les autres pour pouvoir transférer de Orange à Vodacom ou de Vodacom à Tigo ou de tous les autres parties. Après son succès en Gambie, Sierra Leone et Ouganda, AfriMobile Money compte offrir avec satisfaction aux Congolais les mêmes services. Le sport en bref, d'abord, veille d'entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon en 2017. Les Léopards de la République démocratique du Congo restent sereins pour arracher la victoire face au Palancas Negra d'Angola, malgré le forfait de Paul-José Mpoko pour cause d'entorse. Jean-Florent Ibengue ne jure que par le triomphe pour cette double confrontation, il a dit lors d'une conférence de presse organisée à la Fédération congolaise de football. Et pour finir, nous allons vous proposer ce portrait. Elle a 8 ans, elle est en 4e année primaire et pratique 3 styles de karaté, allais-je dire. Il s'agit de Chilo Mwamba-Nzambi. C'est une fille brave et aujourd'hui modèle pour beaucoup d'autres enfants. Née le 31 mai 2007, est née d'une famille de 3 enfants, dont une sœur et un frère, élève de 4e année primaire au complexe scolaire Saint-François des Salles de Kintambo. Chilo Mwamba-Nzambi, c'est pourquoi elle pratique le sport et plus précisément les arts martiaux. Je fais le sport karaté Shotokan pour avoir l'équilibre et physique mental. Je travaille trop, je fais le physique, je fais le force, c'est ça. Encadré par ses géniteurs, aux côtés des 2 autres maîtres, Chilo Mwamba, ceinture bleue aspirant marron, pratique 3 styles de karaté. L'enfant est très forte parce que elle est entraînée par des grands maîtres. Elle est ceinture bleue. Elle pratique le karaté Shotokan, le taijitsu, et elle pratique aussi notre propre style, le karaté Kento. Nous souhaitons qu'elle remplace un jour les championnes d'aujourd'hui, comme Nancy Chaba et autres. À l'école, Chilo Mwamba, c'est une élève appliquée. L'éducation physique, je vous dirais, il y a des fois, je lui donne des fois 20 sur 20. Vraiment, de ce côté-là, elle est très forte. Elle est vraiment appliquée. Elle lit, elle calcule aussi bien. Elle calcule, mais elle n'a pas peur de quelqu'un. Chilo était en première année dans ma classe. Quand elle est venue, je l'ai reçue
Mais malheureusement, elle ne s'en sortait pas comme il faut. Elle avait trop de difficultés, surtout en français. C'était difficile pour elle de pouvoir aussi comprendre d'autres matières. Mais avec l'effort que nous avons fait, elle a commencé à parler français et c'était déjà une ouverture pour elle. Si papa veille sur la carrière sportive, la maman de Chilo, elle, assure la féminité. J'éduque mon enfant et j'entraîne mon enfant parce que je veux qu'elle soit un jour champion de Kinshasa, champion du Congo, même champion du monde. Je lui encourage toujours pour mieux travailler parce que moi j'ai déjà tout donné. Lui aussi, il faut qu'elle fasse un effort pour qu'elle soit même au-delà de ce que moi j'ai fait. Les 31 mois, ça 9 ans. Elle a 8 ans. Elle ne s'arrêtera pas qu'au karaté. Elle va se marier un jour. Elle sait faire le petit déjeuner, friser et entretenir la propreté. Je souhaite qu'elle devienne grande dame dans le sport. À part Foufou, dans la difficulté, pour nous rebalancer. Et là, quand on est allé me battre, à continuer ça pour mon père me taper na kian. À continuer on tient souka na asir, pe na za kolzima, à comment mutumne. Cette future star des sports de combat a le regard fixé sur ses aînées dames du karaté. C'est maîtresse Nancy Chamba et maîtresse Sarah Massamba. Chilo Mambanzambi, fille de Moulopo Lusebuni, maître Lobs, et de Chimène Molassa, pratiquant le judo, cette étoile montante des arts martiaux est présente à tous les grands rendez-vous des karatés de Kinshasa. Merci de nous suivre également à travers les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur B1.